Du coup, maintenant, on va parler community management et community manager. Qu'est-ce que c'est qu'être community manager en 2017 ? Ouais, déjà, c'est prendre des selfies. Voilà. Et c'est Sébastien de France qui va vous en parler. Et vous allez voir, il a un discours que moi, j'aime beaucoup. Sur ce métier, notre métier, qui n'existait pas quand on a fait nos études, en fait. Ouais. Hein, on est d'accord ? Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas tout ça. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci. Hop là. Déjà, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci Delphine aussi pour l'organisation. Je le dis avant, une peur d'oublier avant la fin de la présentation, mais ouais, merci Delphine qui fait un travail incroyable pour tout ça. Comme Delphine l'a mentionné, effectivement, community manager, c'est une profession aujourd'hui qui n'existait pas en tant que telle il y a quelques années. Hein. Je pense on peut remonter à 6-7 ans pour voir les premières occurrences. Maintenant, en fin de compte, c'est un métier qui n'existait pas par cette appellation, mais qui existait. C'est juste qu'elle existait par d'autres biais. Je pense par exemple au métier de webmaster modérateur, qui a l'air un petit peu old school dit comme ça. Mais un, il y en a toujours, et deux, c'est finalement un truc qui se rapproche énormément de ce qui se fait aujourd'hui dans le community management. C'est un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui veille à ce que tout soit présenté comme il faut, c'est quelqu'un qui modère quand il y a des trolls ou des mecs qui viennent un petit peu essayer de créer des discussions dans les commentaires en essayant de troller. Finalement, on n'est pas si éloigné que ça. Alors, ma présentation, qui n'est pas vraiment une présentation parce que j'ai fait des slides juste pour illustrer. Qu'est-ce qu'un community manager en 2017 ? Parce que ce métier qui a constamment évolué depuis toutes ces années, au final, encore aujourd'hui, si j'ouvre un article sur le community manager, j'ai encore community manager, métier émergent du web ou nouveau métier du web. Ben, oui et non. Oui et non, l'appellation peut-être, et encore, quoi, ça commence à dater maintenant. On est des nouveaux community managers depuis 2007, 2006 parfois. Enfin, c'est assez n'importe quoi, c'est plus vraiment un nouveau métier. Par contre, ce qui a changé, c'est son rôle. Community manager, quand on arrivait dans une entreprise avant, c'était toi tu vas faire Twitter, toi tu vas faire Facebook, cool. Donc on nous filait la gestion de profil sur les réseaux sociaux pour des entreprises, pour des services, parfois pour des gens qui n'osaient pas y aller eux-mêmes. Pourquoi pas ? Mais au final, c'était un peu limitatif, c'était un peu frustrant d'être vu comme une machine à tweeter ou d'être vu comme une machine à Facebooker. Typiquement, dans les entreprises, il y a eu beaucoup de défiance dans le salariat même, dans les groupes de collaborateurs, en mode community manager, à quoi ça sert quoi ? Pourquoi on paye un mec ? Moi, mon cousin, il gère une page sur Facebook, pourquoi on ne le prend pas en stage ? Les graphistes ont eu le même problème. Hein. Moi, mon petit cousin, il a Photoshop, il peut faire pareil, pourquoi je vais te payer toi ? C'était un peu le même problème. Donc, on en est revenu. Pour ça, on a dû passer par plusieurs crises pour plusieurs marques. Il y a eu des problèmes. Il y avait, les marques étaient gérées par des gens de l'équipe qui pensaient bien faire, puis qui au final tweetaient des photos de leur repas qui intéressaient personne, qui n'avaient aucun rapport avec la marque, etc. C'est quand même dommage de confier l'image de sa marque, d'être très sérieux sur les RP par exemple. Sur les RP, on fait des trucs très carrés, faut pas déconner. Hein. C'est les communiqués de presse, et tout est carré, et tout est revu, et ça passe par plusieurs strates de validation, etc. Mais Twitter et Facebook, non. Donc la responsabilité finalement du CM, elle est immense à ce niveau-là. C'est-à-dire que lui, il s'affranchit de beaucoup de validations avant de publier ses contenus, en général. Hein. Dans les agences, c'est pas tout à fait pareil. Mais en général, chez l'annonceur, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est le CM, il fait ses trucs, personne valide. À la limite, de temps en temps, on lui parle « Ah, tiens, au fait, le plan de com, c'est ça, ça, ça. » Mais c'est rare, encore aujourd'hui. Il n'y a pas de... on ne l'intègre pas en fait dans le processus de création ou dans le processus de communication. On lui dit « Écoute, voilà les clés du compte Twitter, débrouille-toi. » Super. Alors c'est agréable d'avoir carte blanche en tant que CM, mais ça ne fait pas forcément avancer la machine. Hop là. Tac. Donc j'aimerais qu'on revienne aux fondamentaux avant d'arriver au reste. Une communauté, qu'est-ce que c'est ? Alors hop là.
Pour moi, c'est 3 choses. Des gens, un thème, de la proximité. Alors, tout simplement, c'est difficile de créer une communauté seule ou à deux. Voilà, ça ne marche pas, c'est pas une communauté. C'est un duo, c'est un couple, peu importe. Il faut au moins 3 personnes pour créer une communauté. Voilà. À partir de 3, c'est bien. À partir de 3, on est large. Il n'y a pas besoin de community manager à 3 personnes, mais c'est cool. Il faut un thème commun. Parce que c'est bien d'être 3 personnes dans une salle, mais s'il y en a un qui aime le backgammon et l'autre qui aime World of Warcraft, les sujets de discussion, ils vont pas être hyper variés. D'accord ? Ils vont pas se retrouver sur un centre d'intérêt. C'est important de partager un centre d'intérêt commun pour engager de la discussion. Et enfin, de la proximité. Si nos personnes, elles sont je sais pas moi, à 4 coins différents de la pièce, elles sont trop loin, elles ne peuvent pas se parler, elles ne peuvent pas s'entendre, s'écouter, elles sont obligées de crier. Donc l'autre peut prendre ça comme une agression. Donc l'autre qui va essayer d'intervenir, il va dire « Ah non, mais arrêtez les gars » et tout. Et au final, c'est le pugilat. Okay, on n'a pas de thème commun, on a des gens qui sont loin et qui finissent par se taper dessus, quoi. C'est pas ce qu'on veut. Le thème commun, ça va être un petit peu le fil conducteur de votre marque. C'est ce qui va aussi vous aider à définir une ligne éditoriale pour votre compte. Cool. Et la proximité, elle se traduit par les plateformes. Parce que selon moi, là je vous ai donné un exemple physique, dans la vraie vie, hein, une pièce, 4 personnes, cool. Mais sur les réseaux sociaux, on a des plateformes qui sont là pour créer cette proximité. Facebook, Twitter, etc. Elles créent cette proximité chacune à leur manière. Twitter l'a créé avec le côté on est en direct. Facebook l'a créé avec la mise en avant d'un algorithme qui vous connecte aux personnes avec lesquelles vous discutez le plus souvent ou avec les pages de marque avec lesquelles vous engagez le plus souvent, vos centres d'intérêt, etc. Il se base là-dessus pour fluidifier le discours et créer virtuellement cette proximité. Alors, dans la vraie vie, c'est pareil. Hein. Quand vous avez 2 amis que vous connaissez, mais qui, eux, ne se connaissent pas, et vous savez tous les 2 qui sont fans d'un truc en particulier, vous les mettez en relation. C'est vous qui avez le rôle de proximité. C'est la tierce personne qui arrive et qui crée les couples, qui crée les amitiés, quoi. Ensuite, là, donc on crée notre communauté, c'est cool. On a notre communauté, on a nos personnes, voilà, super. Avec le temps, dans une communauté, les usages se créent. Les usages, ça va être par exemple une culture de communauté. Je prends l'exemple Twitter parce que, bon, aujourd'hui c'est plus trop le cas parce que la communauté s'est diluée. Elle est maintenant composée de beaucoup de gens qui ont plusieurs centres d'intérêt, mais au tout début de Twitter, c'était principalement c'était un microcosme en fait. Tout le monde se connaissait parce que c'était des passionnés du web, c'était des passionnés de la communication. À l'époque, le seul moyen de communiquer à plusieurs de manière temps réel, etc., c'était MSN Messenger. Voilà. Vous connaissez MSN Messenger, vous n'êtes pas... Hein, bon. Je suis jeune quand même, donc je connais, donc voilà. C'était MSN Messenger, on a vu arriver le microblogging, et là on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça, microblogging et tout. Et puis c'était regardé de manière très péjorative par les médias et tout. Anthony Babkin en a parlé ce matin, mais voilà, c'était mais qu'est-ce qu'ils vont raconter là, qu'est-ce que je vais mettre sur Twitter, j'ai mangé une pomme, waouh super, ça va intéresser personne et tout. Et c'était un petit peu le truc qui revenait tout le temps. D'ailleurs, très bien la comparaison d'Anthony avec le jeu vidéo. Quand on ne comprend pas quelque chose, on le regarde en défiance. Et c'est normal, c'est humain. C'est humain de se méfier de ce qu'on ne connaît pas. C'est l'ignorance qui crée la peur. Et ça se ressent beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc on avait Twitter. Et les gens se rapprochaient parce qu'ils avaient un thème commun. Maintenant, le truc, c'est que quand on crée une communauté et que le temps passe, des usages se créent. Je me répète, mais c'est important. Des usages se créent, une culture se crée avec des traits qui sont propres à notre communauté. Je prends un exemple, mais sur Twitter, à la base, il n'y avait pas de retweet. Hein. La fonction retweet sur Twitter, les vieux de la veille le savent, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on copiait-collait le tweet qu'on voulait mentionner et on mettait devant RT espace à la main. Voilà. Les plus anciens sur Twitter s'en souviennent et il y a des usages comme ça qui se sont mis en place, qui ont contribué à l'identité de Twitter tel qu'il est aujourd'hui. Autre chose, on avait des petites habitudes, le Follow Friday, ça parle plus trop aujourd'hui le Follow Friday, mais à l'époque c'était très dur de découvrir de nouveaux utilisateurs.
C'était très dur d'aller à la rencontre d'autres utilisateurs, sauf s'ils étaient mis en avant par la communauté elle-même. Et en fait, le Follow Friday, c'était tout simplement, on mettait un tweet, on mettait quelques utilisateurs qu'on voulait faire découvrir aux gens qui nous suivaient, donc conformes à leur centre d'intérêt finalement, puisque si nous on les suit et qu'on est dans la même sphère, ça va potentiellement intéresser les gens qui nous suivent déjà, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, il y a des usages qui se créent. Ça, ce sont des usages culturels. Il y a une communauté, il y a une culture qui se crée avec le temps, les usages. Ensuite, il y a une hiérarchie. Souvent, dans un groupe, il y a toujours des petits chefs de groupe qui émergent, des gens qui sont peut-être plus virulents, des gens qui sont plus en défiance, etc. Je repense souvent à ces expériences avec les rats. Alors, pour être honnête, j'ai oublié d'où ça vient, mais cette expérience consiste à mettre 5 rats dans une cage et à voir comment ils se répartissent de manière hiérarchique et sociale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on met 5 rats dans une cage, on obtient toujours le même schéma de 2 dominants, 2 dominés et un rat neutre. Voilà, neutre. Et ce qui est très intéressant avec ce schéma-là, c'est que quand on prend 5 rats neutres et qu'on les met dans une cage, ils reproduisent le même schéma. Et pareil avec 5 dominés, 5 dominants. C'est hyper intéressant, parce que ça en dit beaucoup sur les réflexes sociaux qu'on peut avoir. Quand on est dans un groupe, quand on échange autour d'un même sujet, quand on a les mêmes besoins, par exemple le rat veut aller manger, cool. Il veut aller manger, il veut dormir, c'est cool. Nous, on est en groupe, et peu importe combien on est, on se retrouvera toujours dans ce même schéma. C'est intéressant. Moi, j'adore la sociologie, donc ça m'intéresse. J'espère que vous aussi. Donc voilà. Et il y a eu donc une hiérarchie qui se met en place naturellement. Naturellement, une structure, une famille, un groupe de musique, il y a toujours un bassiste, un guitariste, etc. Cette hiérarchie, elle est immuable, mais elle est nécessaire dans une communauté. Dans une communauté, les gens ne peuvent pas discuter entre eux et que tout se passe bien. C'est pas possible. Si tout se passe bien, la communauté perd de l'intérêt. La discussion perd de l'intérêt, puisqu'il n'y a pas de gens pour dire « Non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que… ». Il n'y a pas de dialogue, on n'essaye pas d'arranger les choses. Non, tout le monde est d'accord avec soi-même. Et donc ça devient un clan de bisounours. Et donc au final, ça perd de l'intérêt, puisque peu importe ce qu'on va dire, on sait très bien qu'on va nous dire « Oui, cool ». Pas d'intérêt. La hiérarchie est très importante. Les contre-pouvoirs sont très importants dans une communauté. Et enfin, les piliers. Les piliers d'une communauté, pour moi, c'est 3 éléments. Ce sont les ambassadeurs. J'adore ce terme. Au contraire, je ne l'aime pas, mais c'est pour ça que je dis que je l'adore. Les ambassadeurs, les référents et les trolls. Voilà. Ça, ce sont les piliers de votre communauté. Sur le même schéma que la hiérarchie, vous avez besoin d'ambassadeurs pour porter votre message en dehors de votre communauté. Parce que c'est bien de discuter entre soi, mais c'est bien aussi d'aller recruter de nouvelles personnes pour toujours engranger de la nouvelle conversation. Les référents, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement ambassadeurs, mais qui connaissent le sujet. Okay, si j'ai une communauté autour de l'histoire du Japon, il y en a, il y a des forums. Si j'ai une communauté autour de l'histoire du Japon, il y a toujours 1 ou 2 types qui sont incollables. Limite, c'est eux qui ont rédigé la fiche sur Wikipédia, quoi. Donc, les types, ils sont incollables, ils sont référents. Ils n'ont pas forcément une aura qui dépasse la communauté, donc il va chercher de nouveaux utilisateurs, mais ils participent activement à ce que la communauté soit pas dispersée, quoi. Ce sont les référents, c'est à eux qu'on peut poser des questions. Et enfin, les trolls. Très important pour moi, les trolls. Les trolls, finalement, c'est votre premier KPI quand vous êtes community manager. Le jour où vous avez votre premier troll, pour moi, c'est une marque de succès. C'est cool. C'est cool, ça y est, j'ai tellement de succès, je touche tellement de gens que j'ai réussi à bouger un mec tout seul qui s'ennuyait chez lui. Il a pris le temps d'aller sur son ordinateur pour m'écrire « Ah, c'est nul ce que vous faites ». Génial, je deviens mainstream. Le troll, de toute façon, il n'a qu'un but, c'est vous emmerder, mais c'est aussi être vu. Okay, si il troll tout seul, qu'il a 0 like sur son tweet, 10 minutes plus tard, il l'a supprimé, quoi. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est l'exposition. Par la contestation. Donc le troll, très important. Et le troll, c'est le fameux contre-pouvoir dont je vous parlais tout à l'heure. Si tout se passe toujours bien, on se fait chier. On se fait chier, et c'est humain. C'est humain. Je veux dire, vous avez forcément dans votre entourage des gens qui sont célibataires et ah, pourquoi t'es plus avec ta copine? Oh, il se passait rien, on me faisait chier. Elle était pas assez chiante. Quoi?
Pardon. Mais en fait, si, c'est vrai, au bout d'un moment, la monotonie, les habitudes et tout, c'est chiant, on se fait chier. Toujours la même chose. On n'a pas de contre-pouvoir. Personne pour nous dire ramasse tes chaussettes. C'est chiant. C'est chiant, on se prend jamais la tête, c'est chiant. Excusez-moi, j'ai digressé sur le couple, mais c'est un autre sujet que j'aime bien. Alors le CM, à quoi il sert au final, hein? Parce que si tout se passe bien, la communauté, ça et tout, il y a sa hiérarchie, il y a sa culture, elle est autogérée finalement. Pas besoin de CM. Pourquoi je paye un CM? Ça sert à rien. Je préférerais, je sais pas moi, offrir des croissants à tous mes collaborateurs. Eh bien, un CM, ça sert à tout et à rien à la fois. Au final, si je vous demande aujourd'hui de me décrire le rôle de CM, à part si vous me pondez un article comme ça avec 50 listes à points de tout ce qu'il fait, que ce soit en création de contenu, en analytics, en conseil, en connaissance des outils, parce qu'on utilise quand même beaucoup d'outils, hein, les CM, voilà, on utilise beaucoup d'outils, c'est aussi ce qui fait la différence entre nous, un internaute lambda qui évolue sur les réseaux. On utilise beaucoup d'outils, on s'est professionnalisé. Voilà. Mais c'est quoi son rôle? Son rôle, typiquement, pour moi, le premier rôle, c'est la modération. C'est la modération, c'est entretenir tout ce qu'on a vu avant. Une culture, ça se dilue, avec le temps et avec les nouveaux arrivants, par exemple. Une culture, ça devient plus dur. Quand, par exemple, les piliers de la communauté, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, et ils se croient tout permis, et ce sont des petits chefs, parce que, voilà, et puis les nouveaux, ils sont pas comme nous, gna gna gna. Le CM, il est là pour fluidifier tout ça. Il est là pour dire, non, tu redescends un petit peu, s'il te plaît, c'est bien d'accueillir les nouveaux et tout, tiens, d'ailleurs, tu veux pas t'en charger. Voilà comment on donne un peu de pouvoir à sa communauté, comment on les implique avec notre histoire, comment on leur montre aussi qu'on les respecte. On n'a pas peur qu'ils fassent n'importe quoi, parce que on les respecte, ils sont là depuis longtemps, ils connaissent la culture, etc. Mais une communauté, ça a besoin de ce remerciement implicite de la marque, du service, ou peu importe. Sinon, pourquoi il perd son temps ici, quoi? Si c'est juste pour être un énième twitto ou un énième Facebookos, je sais qu'on dit pas ça, mais pareil, j'aime bien ce terme, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gérer la communauté, cool. Mais on lui demande plein de trucs. En vrai, hein, dans les entreprises, les startups, etc., prenez deux entreprises différentes, demandez à leurs deux community managers qu'est-ce qu'ils font de leur journée, ils vous répondront jamais la même chose. Parce que au community manager, ça doit être quelque chose de sur mesure. Deux communautés sont jamais les mêmes, même si on a deux produits pareils. Hein. Il faut le temps de... Voilà, le type arrive, il prend son poste et tout, puis il arrive, une communauté de 2000 personnes, ok. Il faut qu'il apprenne, il a un temps d'apprentissage, quels sont les usages, etc. Tout ce dont je vous ai parlé avant, c'est pas inné pour lui. Il faut un petit temps d'adaptation, comprendre un petit peu qui discute dans sa communauté, repérer justement les référents, les ambassadeurs, les trolls, savoir les gérer, savoir les transformer, savoir leur dire au revoir quand ils abusent. Il doit apprendre tout ça. Donc c'est un métier sociologique de base. C'est pas pour rien qu'on dit community manager. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le terme, je pense qu'il est un peu galvaudé aujourd'hui parce qu'on lui demande plein de trucs. On lui demande de créer des contenus vidéo, des contenus photos. On lui demande parfois de gérer les RP. Allez, pourquoi pas, tiens, gère les RP, t'es community manager. On lui demande de faire des programmes d'emailing. Et là, on commence à... Là, on lui donne de plus en plus de canaux pour s'exprimer auprès de sa communauté. Mais on oublie que là où le community manager il s'éclate, c'est sur les canaux interactifs, quoi. L'emailing, c'est cool, mais il n'y a pas de commentaires. Les RP, c'est cool, mais pas de commentaires. Il n'y a pas d'échange. Okay. Le rôle du CM, il est vaste. Pour ceux qui suivent, c'est le thème de ma présentation. Le rôle du CM, il est vaste. On lui demande plein de choses. Le mec, voilà, il arrive, il fait le café. Voilà, au fait, aujourd'hui, c'est la journée internationale de... Ah, ok, cool. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je vais améliorer la notoriété par les réseaux sociaux. Trop bien. Non, mais j'exagère un peu, mais limite, c'est ça, quoi. Donc, il est mal vu des salariés qui ne comprennent pas son métier. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, je vais vous la raconter. Une fois, je travaillais dans une entreprise et un jour, on m'a dit bon, viens, il faut qu'on parle et tout. Ok. Salle de réunion, ok, pas de problème. Là, je vois toute mon équipe, toute l'équipe marketing à l'époque.
toute l'équipe marketing qui débarque et tout, qui fait ouais et tout, pourquoi tu fais pas ça comme ça? Genre, il y avait des mecs qui géraient les publicités et tout, voilà, qui viennent me dire, il fait regarde le compte de Radio Nova, regarde ce qu'ils partagent et tout, c'est hilarant, machin, regarde le petit chaton. Et tout. Alors moi, je gérais une marque qui avait rien à voir avec les petits chatons, hein, c'était un truc dans la restauration. Et moi, je les regardais, hein, mais je comprenais pas ce qu'ils voulaient. Alors, vraiment, je comprenais pas ce qu'ils voulaient. Et je leur ai dit, mais est-ce qu'à un seul moment, parce que j'ai compris pourquoi en fait il y a eu cette défiance. C'est-à-dire que les outils que moi j'utilise, Twitter, Facebook et tout ça, eux ils connaissent, ils l'utilisent au quotidien. Ils partagent des mèmes sur Facebook, ils savent. Après tout, c'est ce que ça c'est, hein, c'est partager des mèmes sur Internet. Donc ils savent, ils ont l'impression que comme j'utilise le même outil qu'eux, ils peuvent me donner des conseils. C'est par d'un bon sentiment. Pourquoi pas? Mais c'est comme si j'allais voir mon comptable et que je lui disais ouais, tu sais, et tout, chez moi, j'ai installé Microsoft Excel. Bon, alors, tu sais, pour le bilan, je sais pas si je vais avoir besoin de toi. Pourquoi tu fais pas ça comme ça? Mais c'est un peu le même truc, quoi. C'est un peu le même truc. C'est-à-dire, je l'ai très mal vécu à l'époque. Aujourd'hui, j'en rigole, mais à l'époque, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi on me laisse pas juste faire mon truc tranquille? Et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'en entreprise, le CM avait aussi un rôle d'évangélisation. Pareil, j'aime pas ce terme-là, parce que ça fait très ouais, je démarre une religion et tout. Non, là, je veux juste les rassurer, leur expliquer. C'est quoi mon métier? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'utilise ces outils comme ça? Pourquoi je regarde les datas? C'est quoi l'engagement? Parce que, pareil, quand il y a un patron qui vient vous voir et qui vous dit ah, c'est bien Facebook et tout, ça me rapporte combien? Je sais pas, moi. Je sais pas. Et c'est mon métier. Hein. Mais je serais incapable de lui dire. Je prends un chiffre au pif et puis je lui balance. Hein. Mais ça serait mentir que de lui donner un chiffre. Honnêtement, moi je peux pas aujourd'hui dire à mon patron ouais, alors on a 1500 fans, un fan ça nous rapporte 24 centimes, si on le retarget derrière, ça va 48 centimes, trop bien. Non, je peux pas le faire, ça serait malhonnête. Ceux qui le font, c'est malhonnête, hein, si jamais vous avez eu des... mais je pense que c'est très important en fait, d'avoir cette transparence en entreprise, expliquer un métier qui est mal compris, ou regarder un petit peu de haut, parce que voilà, ce sont des outils qui sont accessibles en général, expliquer tous les détails, tout ce qui fait que ce métier, finalement, on est payé pour quoi. D'ailleurs, vous pouvez leur dire, hein, essaye avec ton petit cousin qui gère une page Minecraft sur Facebook, et puis tu me rappelles dans 2 semaines, il n'y a pas de problème, on prend un café. Hop là. Donc, professionnalisation du métier, je l'ai abordé juste avant, mais arme à double tranchant. Là, pour le coup, l'utilisateur et le community manager, ils ont 2 usages, mais complètement différents. C'est quand même pas de bol. Alors qu'à la base, un community manager, il était issu de la communauté. Il en faisait partie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Okay, on est des pros, on est payé très cher et tout. Faites passer le message à votre patron. Alors, on est payé très cher. Voilà, on connaît le truc. Mais ce qui fait notre différence peut aussi se retourner contre nous. Du coup, on voit des comptes de marques hyper institutionnels et tout, qui n'ont pas forcément lieu d'être, avec des photos léchées et tout. Ah, mais le truc, ça a été acheté 5000 balles à une agence, il y a mon logo en bas à droite, je suis refait. C'est pas l'usage. C'est pas l'usage. J'arrive pas en boîte de nuit, costard, cravate, salut les gars, comment ça va, voici ma carte de visite. Parce que c'est pas l'usage du lieu. Okay, il faut s'adapter aussi au contexte. Et c'est l'erreur que font beaucoup de marques, c'est ça, c'est tout, je me prends trop pour un pro et je fais des trucs trop pro. Bah c'est chiant, hein, pour ça il y a la pub. Hein. Bah, c'est payant, mais voilà. Parce que le fantasme des marques, c'est de penser qu'un community manager, ça remplace la pub. C'est de la pub gratuite finalement. Voilà. Enfin, moins cher. C'est pas vrai. C'était vrai au tout début, c'était vrai quand effectivement, parce que là le sujet c'est 2017, mais avant, il n'y avait pas tous ces algos, il y avait de la place. Moi je postais un truc sur ma page, j'avais 10 000 fans sur une page, je postais un truc, j'avais 800 likes, c'était génial. Là, ma page, elle a 50 000 fans maintenant. Quand je dépasse les 20 likes, c'est la fête, quoi. Parce qu'on n'a pas la même visibilité, parce que ces 50 000 fans, c'est un terme galvaudé maintenant, 50 000 likes, pardon,
ne voient pas systématiquement mon contenu, soit parce que je ne m'adresse pas suffisamment bien à eux, soit parce que l'algorithme a décidé que bah, tiens, à 18h30, il y a trop de concurrence, tout le monde veut poster la même chose au même moment, parce que tout le monde a dit à 18h30, c'est vraiment le moment idéal pour poster. Et du coup, Facebook, quand il doit, lui, délivrer les informations dans votre flux, bah, il dit bah, il n'y a plus de place pour vous. Hein. Là, si vous voulez de la place, il faut payer. Nous, ça ne nous intéresse pas. Enfin, c'est pas notre job. J'insiste là-dessus. Alors, transition parfaite. Hein. Il y a beaucoup de boîtes, et surtout des startups. Hein. Donc, comme on est un petit peu, voilà, c'est la mode les startups et tout. Bonjour président. Le problème avec les startups, c'est que généralement maintenant elles se disent le community manager, il fait partie de mes premières embauches. C'est con. C'est vraiment une idée de merde. Parce que non mais c'est vrai. Parce que le community manager, il arrive, il n'a pas de matière, il n'a pas d'assets, il n'y a pas de branding, il n'y a pas d'histoire de marque. Le DG ne sait pas expliquer sa marque parce qu'il n'est pas directeur marketing. Il sait l'expliquer à sa manière, mais voilà, il ne sait pas vous dire ah ouais mon produit est révolutionnaire parce que ça. C'est pas son métier, hein. Son métier c'est d'inventer. Donc, ils prennent un CM et ils lui demandent limite de faire les mailings, de faire la prospection commerciale, de faire machin, d'imaginer des OP en partenariat avec des marques et tout. Ils lui demandent tout et n'importe quoi. Payer le SMIC parce qu'on est une start-up. Ou alors un stagiaire. Ça, c'est une très mauvaise idée. Il faut d'abord partir d'une direction marketing, d'un produit clair, d'un service clair, d'une image claire. Voilà, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre produit, comment on le vend. Et après, on prend un community manager, pas avant. Avant, vous allez juste dépenser du cash pour rien parce que votre community manager, il ne pourra jamais communiquer sur quoi que ce soit. Il n'a pas de matière. Il n'a pas d'image, il n'a pas de vidéo. C'est pas juste parce qu'il a un iPhone qu'il peut faire du live dans de bonnes conditions, quoi. Vous avez vu la conférence juste avant de Kwasi sur le live. C'est pas juste avec un iPhone, ça marche. Mais pour une marque, ça ne le fait pas. Et aussi, ce qu'on trouve plus, pour le coup, dans les médias, on donne au CM des objectifs limites commerciaux, quoi. Ah, il faut qu'on fasse 2 OP par mois avec des partenaires, il faut qu'on drive du trafic chez eux et tout. Ouais, mais le mec, il n'est pas traffic manager, il est community manager. On en revient toujours au même problème. On a oublié ce que faisait un community manager, c'est-à-dire s'occuper d'une communauté, fédérer une communauté. Et d'ailleurs, tout le monde n'a pas besoin d'avoir une communauté. Parce que nous, on a marché à fond dedans, hein. On s'est dit, ouais, tout, vache qui rit, communauté. Non. J'ai une boîte de BTP, je vais être présent sur Twitter. Non. Pourquoi je vais m'abonner à une boîte de BTP sur Twitter ? Aucun intérêt, quoi. Si c'est pour les 15 dirigeants du BTP qui sont présents sur Twitter, déjà, il faut qu'ils trouvent mon compte. Mais en plus, il faut qu'ils interagissent avec, quoi. Autant aller les toucher directement sur LinkedIn, quoi. Là où ils sont dans un contexte de consommation du contenu qui est prompt au partenariat, qui est prompt à la communication. Le type, il ouvre Twitter vite fait le matin, tac, avant sa douche, il ne va pas perdre du temps à nouer des contacts en 140 caractères. Voilà. Donc il faut toujours identifier notre produit, notre concept et le contexte dans lequel on va le communiquer. On n'a pas besoin d'être présent partout, on n'a pas besoin de communiquer tout le temps. J'ai une page Facebook, pourquoi je vais faire 16 posts par jour ou 3 posts par semaine ? Il faut que je l'identifie, il n'y a pas de vrai rythme, on ne peut pas dire le rythme idéal pour tweeter c'est ça, le rythme idéal pour Facebooker c'est ça, l'heure idéale pour poster, c'est ça, hein, sûr. Bah non, si j'en fais une généralité c'est plus ça, puisque tout le monde communique au même moment. Il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi effectivement ma marque, pourquoi je vais lui faire poster un post Facebook tous les jours absolument ? J'ai aucun intérêt. Non mais juste, quand nous, on se marre parce qu'on connaît tout ça, soit on l'a demandé, soit on l'a fait. Juste, il faut se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je paye un type ? Est-ce que j'ai une légitimité ? Un peu de bon sens, quoi. Juste un peu de bon sens. Juste se poser devant sa page Facebook et se dire, si c'était pas ma marque, est-ce que je serais abonné à ce truc-là, quoi ? C'est vrai. Il faut trouver des raisons pour que les gens s'abonnent à vous. Ces raisons, elles peuvent tourner par autre chose que votre produit. Elles peuvent passer par l'humour.
Mais ça se fait un peu trop maintenant. Tout le monde fait de l'humour. Maintenant, Twitter, c'est un repère d'humoristes, c'est super, mais ça me vend rien. Je connais pas le produit, et si je pose une question à la marque, elle me répond pas, parce que de toute façon, cette tweet humoristique, elle les a programmés, le type, il est parti en vacances. Non, mais c'est vrai, on a perdu la notion d'échange sur les réseaux sociaux. On est sur des canaux qui sont symétriques, et on se dit encore, bah tiens, je vais fonctionner à la symétrique, je vais envoyer un mail, et puis je vais attendre une réponse dans 3 jours, quoi. Bah, ça fonctionne pas comme ça. Toutes les marques qui font ça, elles se plantent, hein, je suis désolé. Après, j'en sais rien, moi je suis pas un pro. C'est pas mon métier. Donc voilà. Tac, tac. C'est ma dernière slide. Hein. Qu'est-ce qu'un community manager en 2017 ? C'était le titre du truc quand même. Aujourd'hui, on lui demande tout et n'importe quoi, et pour être franc avec vous, on ne sait pas trop là où on va. C'est la vérité. Hein. On ne sait pas trop là où on va. Les plateformes, elles changent tous les jours. Les algos, ils changent tous les jours. La veille, je vais toucher 3000 personnes sur Facebook. Le lendemain, je touche 30 000. Je ne comprends même pas pourquoi. Je comprends en cherchant dans les analytics, mais voilà. C'est trop volatile. Il n'y a rien de stable. Et c'est très dur pour un community manager en entreprise d'avoir des KPI de performance parce qu'il est aussi soumis à la volonté des algos. Au final, ça peut être le meilleur du monde. Hein. Mais si Facebook décide que la vidéo, finalement, on coupe le reach de 50%, le CM, il coupe sa prime de 50% avec. Quoi. Et il a beau faire tous les efforts du monde, il ne rattrapera pas les algos. Il peut pas, voilà. Donc, ça pousse les CM aussi à créer des mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques, elles partent des objectifs chiffrés. Et ça, je vous le dis franchement. Quand on a vu les lives arriver sur Facebook, tout le monde s'est dit « Ah, super !» Mais personne ne les utilisait. Donc Facebook s'est dit quoi ? On va mettre en avant les lives, on va leur donner un bonus de portée sur Facebook. Quand je fais un live vidéo, ça va toucher plus de monde. Génial. Donc les CM ont vu le truc. Donc ils se sont dit quoi ? Bon, j'ai pas de contenu pour faire du live. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais demander aux gens, je vais mettre une image statique et je vais demander aux gens de voter dans les commentaires avec des réactions Facebook. C'est pas un live. C'est de la triche. C'est tellement de la triche que Facebook a dû mettre à jour ses conditions générales d'utilisation pour dire hop, alors ça on n'a pas le droit. Ça, si vous faites des votes sur des lives et tout en utilisant les réactions Facebook, qui du coup influent sur l'algorithme, ça on n'a pas le droit. Vous arrêtez tout de suite vos... Hein ? Non. Sinon on supprime votre page. Les mecs étaient assez vénères, quoi. Donc, pour moi, le community manager en 2017, il doit repenser son métier par rapport à son client, à sa marque, à son service, à son objectif, et plus être dirigé uniquement par les chiffres. Okay ? Les chiffres, c'est très bien, mais c'est des trucs pour la direction. Un community manager doit se recentrer sur la communauté, sur sa culture. À quoi ça sert ? C'est pas son rôle. C'est vrai. Le rôle de à quoi ça sert, c'est au RH, c'est à la direction de dire tiens, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un community manager ? Mais pour revenir sur le sujet, moi aujourd'hui je suis consultant en médias sociaux. Donc quand je vous ai dit je suis pas un pro, j'ai menti. Mais j'arrive dans des entreprises et ils veulent absolument un community manager, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas quel est son rôle. Pour moi, aujourd'hui, et ça sera sûrement la fin du truc, le community manager, son rôle, c'est le conseil. Et pour ça, les entreprises doivent l'intégrer dans les processus de campagne de com, de campagne publicitaire. Il a un vrai conseil à donner. Pourquoi ? Parce qu'il connaît les contextes où s'exprime maintenant la pub, par exemple, où il y a des prises de parole. Ils les connaissent. Ils peuvent dire « Ah non, attention, ça, faire repasser pour la journée de la femme, c'est con, quoi. » Okay. Parce qu'ils sont tellement confrontés tous les jours à de l'humanité, à du direct, qu'ils sont plus au fait de ce qui se fait ou pas. Ils sont plus au fait culturellement et sociologiquement. Donc ils ont un conseil à donner. Okay, quand on dit la pub à papa, ok, c'est juste que papa, il n'y a pas Twitter. S'il avait Twitter, s'il était là tout le temps, s'il était conseillé par son fils qui lui dit « Mais papa, propose pas ça demain en réunion marketing, tu vois bien que c'est con. Faire repasser pour la journée de la femme. » Mais non, quoi. On est en 2017. Donc il faut évoluer avec ses usages, il faut évoluer avec la société. Et en entreprise, on commet souvent l'erreur d'être enfermé dans notre bulle. C'est normal parce qu'on est tout le temps focus, on a tout le temps la tête dans le guidon, on veut vendre notre truc, on fait du marketing, on veut vendre notre truc parce que voilà, on est PDG, on veut avoir du succès et c'est normal. Maintenant,
faut juste faire preuve de bon sens. Ok ? Donc, intégrez-le dans la réflexion de marque, si vous êtes décideur. Vous, si vous êtes CM, imposez-vous un petit peu. N'ayez pas peur en réunion de dire moi je pense que c'est une mauvaise idée, moi je pense que c'est une bonne idée. Participez au processus créatif, que ce soit pour les contenus ou les prises de parole de la marque. Parce que derrière, si vous ne le faites pas, et que vous laissez passer un truc potentiellement qui ne le fait pas non plus, c'est vous qui prenez les pots cassés sur Twitter et Facebook et tout ça. Okay, c'est une certaine charge. C'est une certaine charge émotionnelle de se prendre des insultes toute la journée. Non ? Le community manager doit aussi prendre un truc en compte, ou même deux. Le premier, je sais que c'est un sujet qui n'est pas drôle, c'est le suicide. De plus en plus, avec les réseaux sociaux, avant, les gens, parfois ils appelaient des numéros au hasard pour dire à quelqu'un je vais passer à l'acte, ça va pas, j'ai besoin de parler. Des fois, ils appelaient des hotlines spécialisées, mais ça arrive, ça m'est arrivé 2 fois, sur 2 marques différentes, de recevoir ça en message privé. Donc ça, c'est une charge émotionnelle forte, il faut le prendre en compte. Il faut se former pour prévoir comment réagir dans ce genre de cas, auxquels on ne pensait pas forcément il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais qui sont aujourd'hui une réalité. Et le deuxième, qui est beaucoup plus joyeux, deuxième truc auquel penser, qui est beaucoup plus joyeux, ce sont les micro-influenceurs. Les micro-influenceurs, je vais pas faire une conf dessus tout simplement parce qu'il y en a déjà une tout à l'heure. Hop là, Patrice Hiller à 15h15 dans la même salle. Micro-influenceurs, qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Pourquoi et comment les intégrer dans votre stratégie ? Je vous encourage à aller voir cette conférence. Je ne l'ai pas vue, mais je connais la personne et je sais qu'il ne va pas dire des bêtises. Les micro-influenceurs, c'est le truc qu'on a complètement balayé pendant très longtemps sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que ils n'avaient pas beaucoup d'abonnés. Micro-influenceurs, ils sont petits. Même le terme, il est limite méchant, quoi. Micro-influenceurs. Mais le type qui a 300 abonnés, qui fait ses vidéos toutes les semaines, ses tutos YouTube sur votre produit ou sur votre type de produit, qui est suivi par ces 300 mecs ou ces 300 femmes volontairement qui engagent vraiment avec son contenu, qui a un pouvoir de prescription, qui est un ambassadeur en plus. Ce mec-là, c'est lui qu'il faut aller chercher. Moi, je ne veux pas aller chercher Normal et ses 3 millions d'abonnés pour vendre ma marque de fromage, quoi. Okay, je ne veux pas aller vendre, je sais pas moi, une manette de jeux vidéo par l'intermédiaire d'une blogueuse mode. Juste parce qu'elle a 3 millions d'abonnés. Ça ne m'intéresse pas. C'est stupide d'aller chercher énormément de monde pour un produit de niche. Il faut aller chercher les bonnes personnes. Au final, sur ces 3 millions d'abonnés, il y en a 100 qui vont acheter mon produit. Super, je suis ravi. Mais si je m'étais adressé aux micro-influenceurs, il aurait touché beaucoup plus restreint, mais beaucoup plus ciblé. Et au final, il aurait présenté votre produit à des gens que ça intéresse vraiment, qui vont générer plus que 100 ventes. Donc là, même si je parle marketing pur, vente pure, même là on s'y retrouve. Faire preuve de bon sens, j'en reviens toujours à ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de finir un tout petit peu avant pour avoir le temps pour d'éventuelles questions. Donc n'hésitez pas, je ne mords pas. Hop là. Déjà, merci pour la conférence. Je sais que tu as dit que ce n'était pas le sujet en fait, de la conférence, mais tu as parlé quand même un peu de publicité, notamment de sponsoriser les posts. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est aussi intégré en fait, dans le métier, vu qu'on voit justement qu'avec les algorithmes Facebook, c'est de plus en plus compliqué d'atteindre son public, même quand on a 50 000 fans. Plus on a de fans, on a l'impression que moins on les atteint. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi quelque chose qu'un CM a en rôle de conseiller, de dire là, à un moment donné, j'ai une portée qui est limitée, est-ce qu'il ne faut pas investir là-dedans aussi sur des moyens sponsorisés pour les atteindre en fait ? Eh bien, c'est une super question. C'est une super question, effectivement. Quand on est les mains dans le cambouis, on n'arrive pas à toucher notre communauté. On se dit, effectivement, il faut que je me mette à la publicité, il faut que j'apprenne à booster des posts sur Facebook, etc. Il faut connaître ces outils. Parce que la force du CM, ça a toujours été d'être un mouton à 5 pattes qui sait à peu près tout faire. Okay ? Comme je vous l'ai dit, dans 5-10 ans, on ne sait pas si on sera encore là. Le community management, on est soumis aux règles des plateformes. Donc on doit se former à peu près tout pour toujours garder une valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est notre rôle.
On doit fluidifier les échanges, on doit remonter les feedbacks qui étaient souvent ignorés par les entreprises, etc. La publicité, du moins sur les plateformes sociales, pour moi, c'est nécessaire pour le community manager de s'y former, même si de base, c'est pas son métier. Okay, le PPC, le retargeting, etc. C'est pas son truc à la base. Hein. Lui, il gère des commentaires sur Facebook. Okay. Donc, c'est pas tout à fait le même profil. Même dans les formations. Dans les formations, les Facebook Ads, etc., c'est des formations bien précises. Et le community management, c'est d'autres formations bien précises. Maintenant, je pense qu'il faut merger les deux. Je pense qu'effectivement, il faut se former le plus possible à ça si vous ne l'avez pas déjà fait, ou si votre CM ne le fait pas forcément. S'il y a des décideurs dans la salle, n'hésitez pas à lui proposer des formations sur le sujet. Non seulement il sera heureux, ne serait-ce que de savoir comment faire, même s'il ne le fait pas, voilà. Mais en plus, s'il se débrouille bien avec, vous allez avoir de très très bons résultats. Ça ne mange pas de pain. Les deux sont viables, mais il faut essayer juste de ne pas diluer la conversation avec la publicité. Et ça, c'est le plus dur à faire aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de faire passer le micro là-bas ? Bonjour. Oui, je voulais savoir moi, justement quand on est une petite entreprise ou un petit entrepreneur et qu'on se lance dans une activité, alors ça peut le community management, ça peut vouloir dire beaucoup de choses ou pas, mais comment on fait pour se créer une communauté finalement, parce que quand on part de rien, enfin, je prends l'exemple de ma femme qui a lancé un site de déco et elle y connaît pas grand chose et on lui a dit de passer par Instagram, etc. Mais bon, mine de rien, ça reste très 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 compliqué. Donc il y a des techniques, des astuces ou des méthodes. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand on est une petite entreprise, c'est très compliqué de kickstarter un peu sa communauté de départ. Okay, il faut bien prendre en compte un truc. Votre première communauté, ce sont vos clients réels. Vos premiers clients, en fait, vous n'allez pas nécessairement aller les chercher sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui ont déjà acheté chez vous, qui connaissent déjà votre produit. C'est votre premier cercle, en fait, à aller toucher. Vos clients actuels. C'est à eux qu'il faut envoyer un message pour leur dire vous aimez nos actualités, vous voulez être tenu au courant de nos nouveaux produits, plutôt que de vous abonner à notre mail, abonnez-vous à notre page Facebook, faites-nous part de vos remarques, de vos suggestions, faites-les participer, invitez-les, pourquoi pas, à un petit événement, découvrez ma boutique, voilà, je fais gagner 5 places pour voir un petit peu le backstage, ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter. En réalité, les astuces, et je pense particulièrement à Instagram, il n'y en a pas vraiment, à part faire preuve d'authenticité et suivre des recommandations qu'on peut trouver soit par l'intermédiaire d'un consultant, soit si on se renseigne sur Internet, on peut trouver facilement ce genre d'informations. Mais Instagram, pour moi, a un problème aujourd'hui, j'en profite pour en parler ici, ce sont les bots, ce sont les faux comptes, ou les comptes qui sont gérés de manière complètement automatisée. C'est-à-dire que moi, plus je mets de hashtags sur une photo, plus j'ai de likes. C'est super, mais c'est des likes de bots, c'est des likes automatisés qui n'ont au final aucune valeur, quoi. Ça n'a aucune valeur. Moi, je regarde et tout. Je suis très satisfait d'avoir une page avec 100 abonnés si je sais que ce sont 100 vrais gens. Mais si ce sont des gens qui vivent à l'étranger ou qui sont des bots, pour mon produit, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Ça, il faut juste le garder en tête, il faut juste faire preuve de bon sens, encore une fois. On se laisse souvent avoir par la magie des chiffres. C'est très agréable d'avoir plein de likes sur une photo Instagram. Et j'ai une cliente qui m'a déjà autorisé à parler de ce genre de trucs, donc il n'y a pas de problème, qui tient une bijouterie et qui fait des produits absolument magnifiques. Et le problème, c'est que comme c'est le milieu un peu luxe, etc., à chaque fois qu'elle poste sur Instagram, avec des hashtags en relation avec le luxe et tout ça, et comme c'est un milieu qui est gangréné par les bots sur Instagram, elle a l'impression d'avoir un succès fou, alors que ça ne se traduit ni en vente ni en visite sur son site, quoi. Donc l'intérêt il est limité, et c'est vrai que c'est très difficile. Donc moi mon conseil, qui est pour le coup, qui vaut pour tout le monde, c'est aller chercher vos clients actuels et transformez-les en ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Transformez-les en autant d'éléments de votre communauté. J'en profite puisque j'ai le micro. Et justement, il y a une autre question que je me pose. Alors là, c'est plutôt pour le coup, parce que moi, je tiens une agence web et donc on fait aussi du community management. Mais une des autres questions que je me pose, c'est justement la qualité de la communauté. Est-ce que, c'est la question de la quantité versus la qualité. Ouais. Et je sais que, comme dans toutes les boîtes, à un moment donné, quand on veut du résultat, on dit, on en veut un max, quoi. On veut un max d'adhérents sur Twitter, enfin de followers sur Twitter, etc. Mais est-ce qu'il existe des outils justement pour mesurer un peu ça, la qualité de ces followers, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook? Alors, des outils existent qui permettent notamment de dire, sur mes abonnés, il y en a 10% c'est des faux, 10% c'est des inactifs, etc.
En réalité, ce ne sont que des outils algorithmiques. Donc, ils supposent que la quantité de faux est égale à ça. Dans l'absolu, ce n'est pas aux outils tiers de fournir cette information. Pour moi, c'est le rôle et la responsabilité des plateformes qu'elles ignorent beaucoup aujourd'hui de faire le tri. Alors, je dis qu'elles ignorent beaucoup, mais parce qu'en fait, elles les ignorent jusqu'à temps que ça leur serve plus. Je pense justement et précisément à Instagram. Hein. Ils ont commencé à faire un ménage assez considérable. Facebook aussi a commencé à faire un ménage chez eux assez considérable sur les faux comptes qui diffusaient de fausses informations ou alors qui permettaient des manipulations, de faire de l'astroturfing, c'est-à-dire d'arriver en masse avec des faux comptes, de produire une opinion, par exemple sur un site d'actualité, et de le faire liker par 10 000 faux comptes pour donner la sensation aux gens qui voyaient la chose que c'était une opinion populaire. Que du faux. Que du faux. On l'a beaucoup vu, notamment avec les élections, que ce soit aux États-Unis ou en France. Il y a eu beaucoup de faux. Il y a eu beaucoup d'astroturfing pour essayer de mobiliser l'opinion en manipulant un peu ces zones de commentaires avec du faux. Pour moi, c'est la responsabilité des plateformes. Il y a des outils tiers qui existent. Honnêtement, la fiabilité, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Ça donne une estimation, ça donne une sensation, mais il ne faut pas se poser dessus pour moi. Il faut vraiment le faire à la main. Et voilà, quoi. On va prendre une dernière question. Tu as dit que tu calculais pas ton ROI sur Facebook notamment. Comment du coup tu arrives à vendre à des entrepreneurs qui eux sont beaucoup sur cette métrique ? Je ne calcule pas un ROI précis qui est combien me rapporte un fan, combien me rapporte un like sur une publication, etc. Je pourrais donner un chiffre, tu vois, mais ça ne sera pas vrai. Je l'ai dit tout à l'heure, franchement, ça serait une estimation, elle doit mouiller. Le sens du vent, c'est par là, c'est cool. Mais je vendrais un truc qui est déceptif. Parce qu'à la fin du compte, l'entrepreneur, il fait ses comptes, il voit qu'il a investi tant dans Facebook, il voit que son community manager lui a dit un fan Facebook, c'est 30 centimes de chiffre d'affaires. Au final, le chiffre d'affaires, il n'atteint pas l'équilibre, quoi. Comprends pas. Donc, il est déçu. Donc, au bout de 3 mois, ton CM, il est dehors, quoi. Alors que si tu es honnête dès le début et que tu expliques justement comment ça marche, oui, je comprends qu'il y a besoin d'avoir une rentabilité, il y a besoin de, je paye un community manager, j'ai envie de m'y retrouver financièrement, mais on ne peut pas le faire. Je veux dire, le seul canal sur lequel un community manager peut agir de manière précise avec son expérience et garantir un ROI, c'est la publicité. C'est justement les Facebook Ads et les Twitter Ads et compagnie. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est très important de se former sur le sujet. Okay, tout le reste, je veux dire, le meilleur moyen de repérer le travail d'un community manager, ça va être soit sur des enquêtes, en étant cash avec ses clients actuels, comment vous nous avez connus, où est-ce que vous nous avez vus la dernière fois. Je sais que ça fait très old school. Je veux dire, même moi, je suis jeune et tout, je trouve ça old school, mais c'est la seule mesure précise. C'est le seul moyen que vous avez, si on est un peu honnête intellectuellement, hein, de dire ce client il m'a connu sur Facebook. Ce client il m'a généré 3 ventes par Facebook. Sinon, il faut passer par la pub, il faut mettre un pixel Facebook, il faut traquer, il faut faire des analytics, mais qui sont plus poussés que ça, quoi. Aujourd'hui, dans Google Analytics, hein, je peux faire source de revenus et tout, et voir, tiens, ils viennent de Google, ils viennent de Facebook, etc. Je ne peux pas garantir qu'ils sont fans de la page. Hein. Je ne peux pas garantir qu'ils ont liké ou vu une publication. Hein. Je peux juste voir qu'ils ont que dans leur parcours jusqu'au checkout sur mon site, il y a eu Facebook ou il y a eu Google en dernière position, sympa. Mais c'est tout. Hein. Tout le reste, voilà. Mais tout ça, ça a l'air bête quand je vous en parle à vous, parce qu'on est dans le métier, on est dans la communication, on est dans le marketing. On sait tout ça. Un PDG, non seulement il ne connaît pas nécessairement toutes ces options, tous ces outils d'analyse, tous ses tenants et ses aboutissants, mais en plus, il n'a pas le temps, quoi. Même si ça l'intéressait, il n'a pas le temps. C'est pas son métier. Son métier, c'est d'être performant, de faire monter sa boîte et de nous payer. Donc, nous, on veut l'aider à faire son métier, mais il ne faut pas qu'il essaye de faire le nôtre en même temps, sinon il n'y a pas besoin de nous payer, quoi. C'est une perte pour lui. Il faut avoir l'honnêteté de lui dire. Moi, il y a des clients que j'ai refusés en leur disant « vous n'avez pas besoin de moi sur ce coup-là, parce que vous cherchez une rentabilité. Si vous me payez 1 000 €, vous voulez gagner 1 001 € à cause de moi. Moi, je ne peux pas vous le garantir. Je peux essayer de vous emmener au succès, je peux essayer de développer la notoriété de votre marque. Peut-être que ça va se ressentir dans les enquêtes d'opinion, dans le NPS score, mais il faut le traquer. Je ne peux pas vous le dire à l'avance, parce que je suis dépendant des algorithmes, je suis dépendant des desiderata de Facebook, etc. Je suis désolé, hein, c'est la vérité. Mais Merci beaucoup. Le challenge du no bullshit relevé.